et bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Aujourd'hui, nous allons aborder un angle un peu différent mais ô combien important, l'allaitement vu à travers le prisme de la politique, de l'économie et de l'écologie. Parce que oui, allaiter son bébé, c'est un acte intime, mais c'est aussi un enjeu collectif qui a un impact sur la santé publique, sur les finances des familles et même sur la planète. On le répète, allaiter c'est personnel, soutenir c'est collectif et donc politique. Pour en parler, nous avons la chance d'accueillir Margot, députée belge écologiste qui s'intéresse de près à ces questions de société. Ensemble, nous allons réfléchir à ce que cela change à l'échelle d'un pays de soutenir ou non les familles dans leur choix d'allaiter. Quels sont les bénéfices économiques? Quel est l'impact écologique du lait infantile? Et surtout, quelles politiques, au pluriel, peuvent réellement faire la différence? Alors Margot nous avait tapé dans l'œil quand elle a posté une photo d'elle et de sa fille dans sa chambre de maternité en pleine tétée, avec en légende que le congé maternité, c'est trop court. C'est parti pour un épisode qui relie le personnel et le politique et qui montre à quel point l'allaitement dépasse les frontières de la chambre de maternité et de nos pays aussi. Bonne écoute. C'est l'heure de la tétée avec Margot. Et bonjour Margot, alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu as envie de toi, de ton parcours, de ton métier et bien sûr de ton histoire d'allaitement? D'abord, merci de m'avoir donné l'occasion de vous retrouver ici pour discuter un peu toutes ces questions hyper importantes qui sont omniprésentes dans ma vie pour le moment, puisque donc je suis députée écologiste à Bruxelles en Belgique. Je suis aussi féministe et très intéressée par toutes les questions qui touchent les droits des femmes. Et là, en fait, je suis en pleine découverte personnelle de la maternité, puisque j'ai mis au monde une petite fille il y a 6 mois. Et qu'en fait, je suis en train de me rendre compte de commencer, en fait, tout ce que j'avais étudié en théorie, commencer dans la pratique. Et donc, oui, j'ai éprouvé ces questions liées à l'allaitement et à ces difficultés. Pour moi, en tout cas, ça a été quelque chose d'assez, disons, sûr et certain. C'est-à-dire que j'étais certaine d'avoir envie d'allaiter ma fille. Et en fait, je me suis heurtée à ce que beaucoup de femmes rencontre quand elle décide d'allaiter, c'est-à-dire à des difficultés, vraiment. Et donc, la première chose que je me suis dit, c'est fou, parce qu'on n'en a jamais parlé auparavant, même entre mes copines, etc., d'autres qui avaient eu des enfants. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait vraiment eu un partage de récits. Et du coup, quand ça m'est arrivé, je me suis sentie fort seule. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de femmes. Et alors, pour des raisons que je vais sans doute expliquer après, j'ai pas pu allaiter très longtemps de manière, à 100% allaitement maternel, lié à plein de choses, notamment au travail et autres. Et donc ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qu'on fait mal en tant que société, quelque part. S'il y a des personnes comme moi qui ont envie, mais qui n'y arrivent pas, et qu'elles n'y arrivent pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai accepté de participer à votre podcast. Je me suis dit, j'ai super envie de continuer à creuser ça, à réfléchir à cette question. Et donc voilà, me voilà aujourd'hui. Trop bien, parce qu'on a plein de pistes. On a vu notamment que tu étais impliquée dans la lutte contre les violences obstétricales et dans les soins liés à l'endométriose. Donc c'est vrai qu'en termes de santé de la femme, tu es quand même à la pointe. Donc déjà, merci d'être dans notre podcast aujourd'hui. Moi, je suis vraiment contente. On va parler aujourd'hui donc avec toi de politique en matière de santé publique, donc de la femme, qui peuvent influer dans le choix d'une femme à allaiter ou non. Forcément, c'est plus facile dans un pays où le fait d'allaiter est encensé par les pros de santé et par le gouvernement et où ça ne précarise pas. On va développer tout ça. Alors accrochez-vous, on va parler économie, on va parler politique et bien sûr, on va parler féminisme. C'est parti. Déjà, il y a la dimension économique dans l'allaitement. On peut rappeler les chiffres en France versus la Belgique. Vas-y, Hélène, rappelle. Alors, en France, il y a une simple augmentation de 5 points du taux d'allaitement. Ça pourrait faire économiser 2,7 millions d'euros par an.
sur les frais liés aux infections pour les nourrissons, parce qu'un bébé allaité, il va être moins malade et donc moins de médicaments, moins d'hospitalisation, moins de jours d'arrêt de travail pour les parents. Donc voilà, donc c'est un tout. Donc après, des pistes pour faire des économies sur la sécurité sociale, il faut arrêter de dérembourser les médicaments et encourager les mères à allaiter et les soutenir là-dedans. Et du coup, en Belgique, c'est comment ? Alors, chez nous, c'est plus ou moins le même ordre d'idée de chiffres. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, chez nous, il y a beaucoup de femmes qui, comme moi, à la naissance de leur bébé, ont très envie d'allaiter. On est à 75% des allaitements à la naissance. Et en fait, on tombe à quasiment 10% dans certaines régions à partir de 6 mois. Et donc ça, c'est un truc de fou parce qu'en fait, ça correspond à la fin des maigres mécanismes qui sont là pour essayer d'inciter les femmes à allaiter. Et en fait, quand il n'y en a plus quasiment aucune qui allaite. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me questionne parce que ça montre bien que c'est pas accompagné aujourd'hui, quoi. Et donc, en fait, c'est une bataille pour celles qui veulent le faire parce que boulot, parce que ceci, parce que cela. Et donc, on est sur des chiffres, ça se coupe bien, en tout cas. On voit quand même, en étant voisins, là, on a les mêmes types de chiffres. Enfin, nous, c'est 3 femmes sur 4 qui initient un allaitement à la maternité. Et je crois qu'à 6 mois, on tombe à 1 sur 3, 1 sur 4. Je vais dire une bêtise. Donc voilà, ça montre bien que très peu arrivent à faire un allaitement un peu plus long. Pourtant, le congé maternité, du coup, en Belgique, on en parlait en off, est de 15 semaines contre nous, 10 semaines au total pour une maman. Qu'est-ce que tu penses du coût de l'allaitement versus le coût de l'alimentation artificielle ? C'est clair que c'est un gain pour tout le monde, hein. C'est un gain de société, c'est un gain pour les familles. C'est vraiment quelque chose qui, quand il est souhaité par la maman, est super important à permettre, en fait. Et donc, moi, j'ai toujours associé la question de l'allaitement au féminisme parce que pour moi, ça rejoint un truc très fondamental qui est au cœur des luttes pour les droits des femmes, c'est la question des choix, en fait. Et qu'à partir du moment où une société va à l'encontre des choix de certaines femmes, à savoir celui d'allaiter, qui est en plus un peu le choix, on va dire, de base, enfin, je veux dire, a priori, ça devrait être, en tout cas, dans les réflexions, quelque chose qui arrive assez tôt. Ici, on est une société qui va se mettre à contre-courant et qui va essayer de nous dissuader, ou en tout cas, dans la pratique, qui va rendre les choses plus difficiles à faire. Et donc, moi, c'est ça qui me questionne, c'est de se dire, en fait, si on le choisit, l'allaitement, on doit pouvoir le mener à bien et il doit y avoir tout qui se met en place pour ça. Alors, nous, on a un problème qui est que, donc, en effet, le congé de maternité est bien de 15 semaines, comme tu le disais dans l'intro, mais il y a plusieurs choses. Déjà, ça dépend du statut qu'on a. Donc, 15 semaines, c'est pour les personnes qui sont salariées. Par exemple, si on est indépendante, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et alors, il faut noter aussi que sur les 15 semaines, le salaire et l'indemnisation diminuent très fort. Et donc, en fait, il y a des femmes qui prennent même pas tout leur congé. J'ai toujours du mal avec le congé de maternité, mais en tout cas, le repos de maternité, mais non, même pas, en fait. Mais du coup, avec au travail lié à la maternité. Voilà, exactement. Mais du coup, en fait, il y a aussi des femmes qui savent pas se le permettre ou que du coup, ça, comme vous le disiez au départ, mais ça met vraiment dans une précarité assez forte, quoi. Donc c'est ça aussi qui me fait me dire qu'on manque quelque chose, c'est qu'on ne respecte pas tout simplement la liberté de choix. Ils veulent que les femmes reprennent vite le travail, en fait. Oui, mais on veut aussi que les femmes allaitent pour faire des économies de santé. Voilà. Il y a un vrai sujet. Alors, on en avait déjà parlé, nous, avec une autrice qui a écrit un livre, Mes seins, mon choix, qui est féministe, sur le vrai coût de l'allaitement maternel, parce que là, la question, c'était de dire, oui, c'est super, l'allaitement, ça coûte rien. Mais en fait, si, et là, tu viens de le dire, ça peut précariser les femmes. Là, en Belgique, votre salaire est diminué. Chez nous, on a un maintien de salaire. Alors, pareil, si t'es salarié, si t'as de l'ancienneté, il y a un maintien de salaire sur les 10 semaines, mais la plupart des femmes vont souvent prendre un congé parental. Donc, c'est en plus du congé maternité qui, là, pour le coup, est très peu rémunéré. Alors, on a la même chose, la même disposition. Et là, clairement, ça te précarise parce que du coup, tu deviens dépendante financièrement de ton conjoint. Tu peux prendre du retard sur ta carrière. Enfin, il y a plein de choses qui posent problème. Alors oui, du coup, tu donnes le meilleur à ton bébé, tu fais selon ton choix et ta volonté. Mais ça, c'est pas du coup normal. Et ça, pour le coup, pour moi, c'est ça le vrai coût de l'allaitement maternel. Et là, pour le coup, ça coûte aux femmes, ça coûte à leur corps, ça coûte à leur temps. Et ça, pour le coup, c'est pas normal.
il faudrait des pistes pour valoriser ce temps qui est accordé à l'allaitement. Alors, j'ai pas de solution parce qu'on peut pas rémunérer les mères sur le fait qu'elles allaitent. On me dire, ah ben non, vous voulez prendre un congé parental, vous allaitez, on vous donne de l'argent, vous n'allaitez pas, on vous donne pas d'argent. Ça, c'est pas avant, il y avait la prime à l'allaitement. Ouais, mais du coup, c'est quand même pas normal non plus parce que ça doit être un choix et tu l'as bien rappelé. Et voilà, on doit soutenir toutes les femmes, quelles que soient en fait, leur choix. le fait d'être féministe sur l'allaitement, c'est le fait de pouvoir choisir d'allaiter ou non. Point. Oui, et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est déjà, ça c'est une constante en santé des femmes, c'est que tout ce qui est du care et du care en anglais, donc du soin apporté aux autres, c'est pas du tout valorisé dans nos sociétés. Il y a qu'à voir sur l'échelle des salaires comment, par exemple, les puéricultrices qui vont garder ma fille 3 jours par semaine sont rémunérées comparé à d'autres métiers. Alors je peux le dire parce que je viens de ce secteur-là à la base, mais par exemple le secteur IT qui rémunère très grassement c'est les professionnels, et par rapport à des salariés qui touchent à peine un SMIC pour garder des bébés toute la journée, franchement, c'est lié. On valorise pas le fait d'allaiter et le fait de s'occuper de bébés et d'enfants dans le foyer, on le valorise pas dans la société. En fait, c'est la même chose, c'est la même continuité. Ici, on a remarqué en Belgique qu'en plus de ça, dans les grandes volontés de faire des économies sur la santé, c'est quand même le plus absurde parce que ce soit pour les questions de maternité ou autre, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on prend ses ciseaux, on coupe dans les budgets, et puis après on doit repayer plus tard tous les méfaits que ça a sur la vie des gens. Mais en fait, ici on a eu une réduction drastique du nombre de jours passés à la maternité après l'accouchement. Et donc maintenant on est dans une logique où c'est 2, max 3 jours par femme qui accouche. Par bébé, c'est un peu plus long si c'est des grossesses multiples. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, vous pouvez rester 4-5 jours. Chez vous, c'est combien d'ailleurs? Pareil. Non, c'est pas 2 jours. C'est 2 jours et demi, 3 jours. Ouais, c'est 3 jours si tout va bien. Et césarienne, c'est un jour de plus. Ouais. C'est ça. Mais moi, par exemple, j'ai accouché un mardi à 21h, pas de chance, donc j'avais déjà entamé ma première journée. Et donc, techniquement, le surlendemain, je devais rentrer chez moi avant 14h. C'est pas possible. T'as pas ta montée de lait surtout. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc c'est à ça que je voulais en venir, c'est qu'en fait, la plupart des femmes en Belgique sont chassées des maternités. Alors il y en a qui ont envie de se barrer, et franchement, si elles sont en capacité de gérer ça chez elles, je comprends, et surtout quand c'est un deuxième enfant ou un troisième. Oui, moi mon deuxième, j'avais envie de partir le plus tôt possible. Bien sûr. Mais que les femmes qui en ont besoin, qui ont un allaitement à mettre en place, qui ont aussi une espèce de début de réparation à s'offrir à elles-mêmes, puissent rester un peu plus longtemps, ça me paraît quand même rudimentaire. En fait, et nous, il y a le droit de choisir. Mais oui, c'est ça. Et donc en fait, nous, il y a un autre gros combat qui va avec ça, c'est que maintenant, on calcule le nombre de professionnels de la santé en fonction pas du nombre de naissances, mais de la durée de séjour. Et donc on va estimer que comme les femmes restent en moyenne disons 3 jours, on calcule le personnel en fonction de ça. Sauf qu'en fait, elles font les mêmes tâches sur 3 jours avec une maman que ce qu'elles devraient faire sur 4 jours ou sur 5 jours. Et donc en fait, pour elles, c'est beaucoup plus de pression. Et donc un des messages principaux de nos sages-femmes ici en Belgique, et donc je serais curieuse de savoir comment ça se passe chez vous pour ça, mais c'est de dire en fait, arrêtez de tout condenser sur quelques jours, laissez-nous le temps en fait d'accompagner l'allaitement, d'aider les mamans à apprendre à apprivoiser la maternité, etc. Et donc ça, c'est vraiment, c'est direct, quoi. On a coupé, on peut se vanter d'avoir fait, je sais plus combien de millions d'économies là-dessus, mais merci, mais au prix de quoi? Ça rejoint un peu les maternités qui ferment. Parce que c'est budgétaire, en fait, ça rapporte pas. Il y a un taux de natalité qui a jamais été au plus bas en France, et du coup, pour faire des économies, on ferme les maternités, mais du coup, au détriment de quoi? Au détriment d'accouchements qui augmentent inopinés à domicile, de route. Moi, après, je l'ai choisi, mais ma maternité a fermé. Je dois faire 1 heure de route maintenant pour aller à la maternité où je vais accoucher. Donc, c'est délicat, mais on voit bien que la santé de la femme et de l'enfant est tout de même au second plan. Là, moi, la maternité qui a fermé, maintenant, c'est un service de gériatrie parce que ça rapporte plus, on peut plus côté d'actes, vu que c'est à la tarification à l'activité, etc. Donc, c'est vrai que la santé, c'est économique. Mais en fait, ce que tu décris, on le vit aussi en France, où donc les séjours à la maternité ont été fortement réduits. En moyenne, je crois, du coup, c'est 3. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 accouchements en siège, donc j'avais le droit de rester plus longtemps, et je pense que vraiment, ça a sauvé mon allaitement pour mon premier, de rester 1 semaine à la maternité. Vraiment, il compte pas les heures comme... Oui, non, par contre, c'est pas pareil. C'est pas, j'ai accouché la nuit, ça comptait pas comme une journée. mais globalement, je trouve que les femmes sortent trop tôt. Moi, dans mes séjours, je l'avais constaté parce que je voyais du coup des femmes là où tu pouvais voir les puéricultrices, en fait, dire du coup, je vais rentrer...
mais du coup, j'ai pas eu ma montée de lait, mais je fais quoi chez moi? Et l'hôpital qui dit, bah non, mais c'est pas grave. Enfin, du coup, qui donne une liste de conseils. Mais alors, déjà, sur 48 heures, des conseils, on en a eu un paquet. On se rappelle de rien. Enfin, en fait, c'est fou tout ce qui vient de se passer. Ton corps, ton bébé, tout ce qui, voilà. Et plus t'as pas dormi, plus plein de choses. Et là, tu vas rentrer chez toi avec ton bébé, tu sais pas quoi faire. Enfin, ça, c'est lunaire. Et c'est parce que l'hôpital n'a plus d'argent. C'est parce que, voilà, alors nous, en France, les sages-femmes, c'est le même principe. Hein. Elles réclament d'être plus nombreuses. Elles réclament de pouvoir... Enfin, le slogan, c'est une femme, une sage-femme. Donc, une sage-femme pouvant accompagner une femme de A à Z de son accouchement, pouvoir la suivre. Enfin, c'est vraiment l'idée. C'est vraiment de pouvoir se dédier entièrement, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Moi, j'avais une copine qui avait accouché dans le privé chez les sœurs à Paris. Et pour le coup, c'était un truc... Alors, c'était hyper strict et tout, mais elle restait une semaine. Elle a dit, mais en fait, c'était génial parce que... elle voulait rentrer chez elle, mais en même temps, elle dit, mais j'ai tout appris. On m'avait expliqué le bain, mais plusieurs fois. On m'avait expliqué l'allaitement. Enfin, et vraiment, voilà, elle avait été vraiment coucounée, même si c'était peut-être trop par moment. Mais là, il y a vraiment un gros problème de durée trop courte. Un juste milieu, tout de même. Ouais. Un juste milieu. Et puis, il y a encore une fois, pouvoir faire ses choix. Hein. Je sais pas si t'es à ton 5e et t'as envie de rentrer chez toi. C'est une bonne conclusion à cette partie de la discussion. C'est qu'en fait... si tu as besoin et envie et que c'est ce qu'il te faut pour bien commencer ta vie de maman, c'est super important, quoi. Moi, je vais le dire comme ça, mais j'oublierai jamais la manière dont j'ai été traitée à la maternité. Ça va rester toute ma vie ancrée en moi. Et jamais la faute des soignants et soignantes qui, eux, font tout ce qu'ils peuvent. Mais je sais même pas vous dire en tout combien de personnes différentes j'ai vues à qui j'ai dû réexpliquer à chaque fois. Ah bah oui, mais j'ai eu une hémorragie et ceci, et la petite cela, elle est née avec une ventouse. Waouh! Enfin, je veux dire, j'aurais bien économisé cette énergie-là aussi. Oui, puis t'as pas forcément envie de le ressasser tout le temps en plus. Si ça a été traumatisant pour toi. Et alors, un autre truc aussi qui m'avait choquée en lien avec l'allaitement à la mat, c'est l'omniprésence des marques, en fait. Vraiment. Parce que je pense que tous les allaitements par les industriels ne sont pas non plus les mêmes. Et bon, je vais citer la marque, désolée, mais à l'hôpital où moi j'ai accouché, c'est Nestlé partout, quoi. Et moi, je voulais pas ça. Moi, j'avais dit, si jamais il faut complémenter mon bébé, je veux lui donner un lait, un lait bio, un lait qui est fait en circuit court, etc. Donc, je m'étais vraiment renseignée, etc. Et j'avais mon pot au cas où. Hein, je m'étais dit, si jamais ça marche pas, je peux complémenter. Et on m'a dit, non, on peut pas ouvrir ça ici, on peut pas donner ça à votre bébé ici. Et j'étais là, mais enfin, c'est mon enfant. Enfin, pourquoi je peux pas choisir? Et donc, elle venait avec des petits pots de Nestlé qu'elles ouvraient, où en plus, ma fille devait vraiment avoir très peu de compléments. Donc, c'était vraiment juste un peu pour, et donc, j'étais super mal, quoi, à cause de ça. Je m'en voulais moi-même, alors que j'avais pas, c'était pas de ma faute. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de mamans qui étaient dans ce cas-là, en fait, aussi. Et ça déresponsabilise aussi, et ça nous enlève un peu notre moment de choix, quoi. Ouais, bien sûr. Après, nous, en France, enfin, je pense que partout, c'est hyper normé les compos de lait. Oui, pour les compos. Ouais. Après, là, on parle de lobby et de place des industriels à l'hôpital qui ne devrait pas exister. Alors, ça a été pire. On en parle depuis les années 80. Il y a le code OMS qui a été mis en place donc pour limiter la publicité sur les préparations commerciales pour nourrissons. Alors, c'est plus ou moins respecté. Hein. Clairement, en France, on ne respecte pas tout. Globalement, la publicité est interdite, la publicité directe est interdite sur tout ce qui est alimentaire avant 6 mois. Par contre, la publicité déguisée, elle existe. Donc là, t'en parles. Alors, nous, en France, les hôpitaux, maintenant, doivent quand même acheter les préparations commerciales pour nourrissons et n'ont pas le droit de tout le temps acheter la même marque. Donc, ils doivent tourner tous les 3 mois. Mais moi, à la pharmacie, c'est rigolo parce que du coup, moi, j'ai Nestlé, j'ai Gigos, j'ai tout le monde qui vient me voir en disant « Alors, là, bientôt, à l'hôpital à côté de chez vous, ça va être nous, la marque qui va distribuer. Alors, faut en avoir à la fin. » Ok, en fait non. Et puis ça fidélise parce qu'en fait tu restes une semaine peut-être ou moins, et puis t'as ce lait-là qui quand t'as commencé avec ça, tu cherches ça. Donc c'est ça que le commercial dit, c'est qu'ils vont l'avoir, donc ils vont évite la valse des laits, donc bien sûr tu donnes celui qui a été donné à la maternité. Donc ça reste un truc industriel, voilà. Il y a des cadeaux, alors moi j'en ai jamais eu. Non, on n'a pas de stylo, je pense pas. Mais ça existe. Hein. Non, si, je pense. Le truc que tu mets dans la tête des bébés pour leur faire tourner la tête. Ah oui, c'est Galia. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, mais bon, il y a des trucs en fait tu les trouves pas ailleurs, mais tu te rends compte quand même que c'est omniprésent, c'est ancré. Bon, faut en être conscient nous de notre part de professionnels de santé. Et même quand tu regardes la maison des maternelles, la pub, c'est du lait entre deux. En même temps, et puis il y a des gros événements qui sont sponsorisés par des marques de lait. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux aussi, le code OMS, il n'est pas respecté. Les influenceurs reçoivent des cadeaux de biberons, de machin et tout. Et vraiment qu'ils présentent avec toute la bonne volonté du monde. Mais là, tu regardes ça, si on mettait autant d'argent
dans le soutien à l'allaitement, bah ouais, il y aurait moyen de faire des choses. Et voilà, tout simplement. Et il ne faut pas oublier aussi que ces lobbies, par exemple, comme Nestlé, ont milité contre l'allongement des congés maternité et autres, parce que pour eux, en fait, c'est tout bénef. Ils empêchent des femmes, ils empêchent des femmes de rester plus longtemps auprès de leur bébé. Du coup, elles doivent recommencer. Du coup, elles sont en panique. Elles essaient de gérer avec des tire-laits, etc. Ça marche pas. Pouf, le lait artificiel arrive. Et donc ça aussi, c'est un vrai truc. C'est-à-dire que je pense que dans toutes les politiques publiques liées à l'allaitement, les gros industriels se sont positionnés, ont tiré profit largement de ça. Et comme tu disais, depuis les années 80, alors on essaie un peu de les brider, mais ça reste... il faut voir ici à la Commission européenne qui a ses lobbies tout près des parlements et autres. C'est toujours les mêmes qu'on retrouve. Faut pas se mentir. Surtout dans l'agroalimentaire, c'est quand même des grands habitués à influencer le débat politique, en tout cas. Bah, on le voit aussi dans les débats avec les pesticides, tout ça, mais ça, c'est un autre délire. Après, on le rappelle, c'est bien que le lait infantile existe, on n'a rien contre. Ce qui nous gêne, c'est vraiment ce qu'il y a autour de lobbying, de publicité déguisée, de forcing auprès des professionnels de santé. Et voilà. Et là, toi, on donne l'exemple de toi, en tant que mère, d'arriver avec ton choix que tu avais fait en conscience de lait que tu voulais donner à ton enfant, qu'on t'a refusé. Alors qu'après, oui, il y a sûrement une histoire de protocole, de choses qu'on peut donner à la maternité au bébé et tout, mais à la limite, c'est ton bébé, a priori, tu vas rentrer au bout de 48 heures, et donc il l'aura à la maison, donc c'est pas logique. On peut interroger la logique et la question qu'il y a derrière de vouloir absolument donner le lait de l'hôpital. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est encore une fois de laisser ce non-choix sous prétexte peut-être de protocole, mais en fait de prétexte déguisé de publicité. Ouais, et moi, ce que j'ai un peu senti comme différence, c'est que j'ai fait la première partie de mon parcours en maison de naissance, et là, l'ambiance était très différente, notamment par rapport à tout ça, par rapport au lobby, que ce soit, de tout ce qui est agroalimentaire pour les bébés, ou simplement aussi des médicaments, etc., des compléments et autres. C'est-à-dire que là, c'était vraiment, je sais pas moi, s'il fallait me complémenter en fer, on commençait pas à venir avec des marques chez moi. On me disait, voilà, il faut prendre du fer, il y a différents types de fer, on explique un peu les différences. Et après, moi, en tant que patiente et future maman, je faisais mes choix. Et j'ai remarqué qu'il y avait vraiment une éthique dans les maisons de naissance qui se dégageait par rapport à toutes ces questions-là. Et en fait, encore une fois, mais c'était beaucoup plus le choix des mamans et leur autonomie qui était mise en avant. Et pareil, je veux dire, évidemment, qu'en maison de naissance, on encourage fort à l'allaitement maternel, et tant mieux qu'elle le fasse, parce qu'en plus, moi, j'ai jamais autant appris qu'à mes préparations à l'accouchement chez elle, parce que vraiment, j'avais pas encore accouché, donc c'était encore un peu abstrait, mais vraiment te donner 1 milliard de positions, te les faire essayer avec des bébés en plastique pour essayer de voir comment tu peux te mettre si jamais ça va pas, si jamais il y a des crevasses, si ceci, si cela. Mais ce temps et cette disponibilité de soignantes pour apprendre tout ça à des futures mères, c'est une exception, quoi. Chez nous, on a quelques maisons de naissance, c'est tout en Belgique. Pareil. Ouais, ce que j'allais dire, c'est une chance de pouvoir être en maison de naissance et pour être informé et bien préparé par ce personnel hyper formé au physio, à l'allaitement, tout ça, Oui. Et là encore, sans culpabilisation non plus, c'est-à-dire qu'il y avait des mamans en préparation à la naissance qui disaient, voilà, moi, je peux pas vous expliquer pourquoi, mais je pourrais pas faire d'allaitement maternel. Ok, et on passe à autre chose, et voilà, il y a plein de choses à apprendre sur la maternité en soi, donc... Et donc, c'était vraiment intéressant, je trouvais, ce contraste-là. Et donc, notre milieu hospitalier, je pense, de manière générale, a beaucoup à apprendre de ces nouvelles pratiques-là, qui parfois, en fait, sont pas si nouvelles que ça. Je veux dire, c'est aussi inspiré d'années d'histoire de femmes qui accouchent, qui allaitent. Et donc, la différence fondamentale, c'est juste qui on met au centre. Et là, en l'occurrence, on met les personnes au centre et pas, comme vous dites, des choix économiques, de la logique commerciale. C'est clair. Et alors, on t'a fait venir aussi, principalement, non, pas principalement, parce que tu l'as dit, tu es députée écologiste, et le thème de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel cette année, c'est créer des réseaux de soutien durable. Alors, on a parlé réseau de soutien avec une association la semaine dernière, mais on voulait parler du côté durable. Et forcément, on ne peut pas parler d'allaitement sans parler d'écologie. Est-ce que tu veux nous en dire, toi, là-dessus, en fait, sur le allaitement et écologie ? Effectivement, on est, en tout cas, quand on
on y arrive et qu'on met en place un allaitement à 100%, sans petits coups de pouce et autres, on est sur du vraiment hyper écologique, puisque du coup, il n'y a pas grand-chose il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas de, enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas d'emballage, et tout se fait comme ça. Moi, ce qui m'avait un petit peu interpellée quand même, c'est que maintenant, on vend quand même beaucoup de marketing autour de l'allaitement maternel. Alors, il y a des trucs qui sont super importants, genre un tire-lait. Je pense qu'aujourd'hui, on saurait difficilement s'en passer si on si on reprend une vie active, qu'on doit s'absenter, etc. Et donc, forcément, il y a quand même du matériel qui doit être utilisé. Mais sinon, globalement, si on ferme un peu les yeux sur tout ça, parce que moi, au début, je suis tombée un peu dans le panneau et je me suis dit, il faut ceci, cela. Et en fait, non, pas grand-chose, quoi. Vraiment, ce bébé collé à vous et le temps, surtout le temps. Et au final, ça peut vraiment avoir des répercussions super positives aussi en matière d'environnement. Et je crois que ça aussi, c'est... Alors moi, je lis toujours l'écologie avec les questions de précarité, parce qu'on a trop souvent fait de l'écologie bourgeoise qui, en fait, précarisait les personnes. Mais en l'occurrence, c'est aussi hyper économique, quoi, pour les mamans. Et donc, quand elles arrivent à le mettre en place et à le tenir sur le long terme, mais en fait, ça peut vraiment aider. Et alors, moi, j'avais été aussi heurtée de à quel point... Donc, il y a tous les tabous, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé en introduction, mais aussi tous les tabous de société qui viennent pas nous aider à allaiter. Parce que franchement, sortez votre poitrine en public pour donner à manger à votre bébé, et on voit tout de suite comment c'est. Nous, ici à Bruxelles, on voit de plus en plus des lieux enfants non admis qui sont mis en place, etc. Ouais, je trouve ça super inclusif, vraiment. C'est ironique. mais je trouve ça hyper horrible. Et donc, moi, j'ai voulu aller manger avec ma fille quand elle était toute petite. Et comme je devais l'allaiter, il fallait qu'elle vienne avec moi. Et puis en plus, c'était plus chouette qu'elle soit près de nous, même si elle mange pas. Et on m'a refusé dans un établissement comme ça. Je trouvais ça vraiment scandaleux. Mais donc tout ça pour dire qu'il y a toute cette fétichisation du corps des femmes qui fait qu'en fait, même quand on veut allaiter en public, on est vachement freiné par ça. Et du coup, ça ne nous aide vraiment pas. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, et pour en revenir à cette dimension écologique, du coup, en fait, on est vraiment coincé avec des choix qui nous sont imposés, quoi. Je veux dire, c'est pas obligatoire d'avoir, comme on le disait, mais des tenues spéciales pour allaiter, etc. En fait, on devrait juste pouvoir, je sais pas, sortir nos seins là ou dans un coin là où on a envie de faire ça et allaiter notre bébé. C'est pas obligé de devenir marketing, quoi. C'est ça que je veux dire. Bien sûr. Après, c'est tout ce qu'il y a autour de l'allaitement, c'est pour rendre plus pratique l'allaitement, mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin. Juste. Après, voilà. Alors nous, on est des grosses victimes de tout ça. On adore les vêtements d'allaitement. Mais c'est bien. Mais c'est vrai que si le regard de la société était différent sur le corps des femmes en postpartum, il n'y aurait pas eu besoin que des vêtements d'allaitement se créent et on s'achèterait juste plein de fringues normales. Mais voilà. Et c'est exactement mon point, c'est qu'en fait, il y a besoin de glamouriser parce que voilà, et en même temps parce qu'en fait, on a cette image horrible. Enfin, pas vous et moi, on s'entend, mais ils ont cette image horrible. Et du coup, on se sent obligé un peu de rendre ça fancy, etc. Et ça nous fait du bien, je pense aussi, parce que nous, en tant que femmes qui venons d'accoucher, on est parfois en déconnexion avec notre corps et avec son image, etc. Aussi lié à tout ce marketing qui nous remue le cerveau. Et du coup, on se dit, je préfère. Moi, j'en ai acheté plein des jolies fringues d'allaitement en me disant, allez, c'est pas parce que j'allaite que j'ai pas le droit d'être jolie et d'être bien habillée. Et puis, en fait, c'est à chaque fois, parce que je parle de ça parce que ça a été un truc que j'ai lu beaucoup sur Internet, de dire, c'est pas si écologique que ça d'allaiter parce qu'il y a ce marketing-là qui existe. En fait, comme tout. De toute façon, si vous achetez des trucs en seconde main, ça se pose même. Voilà. Et déjà, on fait ce qu'on veut. Et souvent, les marques, les marques françaises d'allaitement, c'est quand même fabrication française. Oui, mais après, ça a un coût aussi. Voilà, c'est un coût et on peut les mettre quand même après nos allaitements. Tu peux toujours interroger ta consommation de vêtements. Et c'est la faute au tété nocturne aussi. Quand t'achètes n'importe quoi. Mais après, il y a un autre point aussi, parce que donc, on a parlé de vêtements d'allaitement, donc en effet, qui ne seraient pas indispensables si le regard de la société... Enfin, ils sont pas indispensables, mais voilà, qui seraient moins courus si le regard de la société était différent. Et on a parlé aussi vite fait de tire-lait. Alors les tire-laits, aussi pareil, démarche écologique, ça peut se louer en pharmacie. C'est vrai. Mais alors le tire-lait, ça peut être très utile sur une lactation qui a de mal à se lancer et tout, mais souvent l'investissement sur le tire-lait, c'est pour la reprise du travail.
Et donc, encore une fois, si l'allaitement et le travail étaient facilités, on n'aurait pas forcément besoin d'avoir un tire-lait, d'en louer un, d'en acheter un, si on pouvait, encore une fois, être rémunéré sur des congés maternité plus longs, si on pouvait venir avec son enfant au travail ou avoir des crèches d'entreprise où tu peux aller allaiter ton enfant. Enfin, voilà, je dis plein d'idées comme ça que, typiquement, je ne peux pas mettre en place dans ma boîte, mais... Quoique, une crèche avec ma mère à l'étage, ouais, super. Et aussi, parce que c'était ça que je voulais aussi amener comme dimension. Alors, c'est plus sociétal, c'est plus en termes culturels. Mais par exemple, moi, un jour, j'avais plus de lait et j'ai demandé une dépanne à d'autres mamans. Et j'en ai parlé à une amie qui n'a pas d'enfant. Et je lui dis oui, du coup, la fille va m'apporter quelques poches de lait qu'elle avait en réserve. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, tu vas donner le lait de quelqu'un d'autre à ton bébé? J'étais là. Moi ça me pose pas de problème, je suis d'accord. Bon, elle est trop petite pour être d'accord, mais je suis sûre qu'elle préfère ça qu'autre chose. Et en fait, ça aussi c'est lié, hein, parce que je veux dire, culturellement, pourquoi est-ce que c'est devenu un truc qu'on doit faire toute seule chez soi en se cachant, machin. On pourrait aussi s'entraider comme ça, en fait, finalement. Enfin oui, j'ai un papa qui a été le dernier enfant et sa maman était plus âgée et elle a eu beaucoup de problèmes justement pour l'allaiter et c'était il y a de ça bien longtemps parce qu'il est né il est né dans les années 50 et il me disait que lui quand il était petit il était allaité par plein de madames du village parce qu'en fait voilà, à l'époque le réflexe de gens qui étaient plutôt précarisés, c'était pas d'aller acheter du lait artificiel parce que ça aurait coûté beaucoup trop cher, mais c'était simplement de mutualiser l'allaitement au sein de la micro-communauté qui était le village duquel il vivait en Italie. Et du coup, je me dis, mais ça aussi, c'est des trucs qui sont fort perdus. On avait partagé quelques témoignages comme ça sur Instagram, pour le coup, de nos abonnés qui avaient été amenés à allaiter des bébés de copines qui étaient en galère. Voilà. Et c'est vrai que c'est beau, hein, on parle de frères et de sœurs de lait. Voilà. Et c'est vrai que ça nous invite aussi, nous, à interroger un peu nos a priori, nos machins. Enfin, je pense à ça. Donc, il y a le partage de lait, entre guillemets. On va se dire, ah, c'est bizarre. Et puis, en fait, mettre un autre bébé à ton sein, mais en fait, tant que tu le vis pas, je pense que tu ne peux pas le comprendre. C'est comme... Moi, c'est pareil. Je me suis beaucoup interrogée aussi sur ce qu'on peut appeler un allaitement long. Alors, j'ai allaité longtemps mes enfants. 2 ans, on va dire, en moyenne. Mais pendant longtemps, je pense, avant de me former, avant le podcast et tout, au-delà de 3 ans, je trouvais ça bizarre. Je le dis, là, c'est la Hélène d'avant qui le dit. Et puis, en le vivant, en rencontrant des personnes qui en parlent, en machin, il y a un moment où j'ai pas interrogé leur choix et leur corps, et voilà. Non, bien sûr. C'est vrai que tu te rends compte de plein de choses, tu t'ouvres aussi à des choses en s'interrogeant sur ces questions-là. Mais c'est vrai que l'allaitement et la maternité, intéressant, ce que tu dis, je trouvais ça bizarre. Et en fait, on a tous et toutes des trucs comme ça en nous par rapport aux questions d'allaitement. Et moi, ce que je trouve super intéressant, c'est de déconstruire pourquoi. Pourquoi c'est plus sale de donner le lait de ma meilleure copine à ma fille plutôt que le lait d'une vache qui a été séchée et fait en poudre. En soi, si j'ai envie, je veux dire, vous voyez, c'est pas... encore une fois, hein, si on est OK, je dis pas toutes les mères doivent absolument... Non, c'est vraiment une question de choix, vraiment, vraiment. Et je peux comprendre qu'il y a des gens qui trouvent ça bizarre et qui restent coincés là-dessus. Mais je trouve ça intéressant d'aller voir qu'est-ce qui a poussé nos sociétés à se dire c'est sale de mutualiser du lait maternel, par exemple. Est-ce que c'est pas encore un peu une histoire de cette omniprésence des lobbies de lait artificiel qui aurait un peu influencé quelque part nos imaginaires en se disant il y a le lait propre, il est dans une boîte, il est stérilisé, on l'ouvre et pouf, on donne quelque chose de très sûr à son bébé, VS, un lait maternel d'une copine. Donc voilà, moi c'est ça que je dis, je trouve ça toujours... trouver les racines parfois de nos propres préjugés et stéréotypes, c'est souvent intéressant pour comprendre un peu comment on en est arrivé à ça, quoi. Ouais, ça, du coup, on va pas redévelopper. Non, bien sûr. Non, mais je te le dis, on avait beaucoup parlé avec Anne-Florence Salvetti-Léon qui a écrit Mes seins, mon choix. Alors ça concerne beaucoup la France et les nourrices au début du siècle, et ce qui a tué entre guillemets l'allaitement, c'est que pour le coup c'était des questions de précarité, d'envoyer les enfants très loin en nourrice qui mouraient sur la route, et du coup les gens devenaient anti-allaitement parce qu'ils avaient l'impression que ça tuait les enfants. Et à l'époque, le lait artificiel est arrivé comme un sauveur, parce que de tout temps, on a essayé de toute façon de donner autre chose au bébé, donc du lait de vache non pasteurisé, plein de choses. Du chèvre. Les nourrices, du coup, aussi, mais qui n'était pas une mauvaise chose, les nourrices. C'est juste que, du coup, comme tu étais pauvre, tu envoyais en nourrice à la campagne et ton enfant mourait à la campagne. Nul. Mais voilà. Mais en fait, c'est toute une histoire, en effet, à détricoter, à comprendre pourquoi on en est arrivé là. Il y a aussi, et globalement, un truc qui a que la santé a été récupérée, a été une affaire d'hommes pendant très longtemps, qui ont essayé du coup de rythmer le corps des femmes, le rythme des nourrissons, et qui ont détruit complètement un savoir ancestral en fait en l'espace de 20 ans, je pense. Donc tout ça à se réapproprier. Et il y a autre chose que tu disais que je trouvais intéressant, c'est ces questions-là, qu'on disait qu'on avait des jugements, puis en fait en le vivant, en s'interrogeant, en s'ouvrant,
on découvre d'autres choses. Je trouve ça aussi très intéressant, c'est que souvent, les politiques de santé publique et là, tout ce qu'on aborde, c'est souvent fait par des hommes qui, du coup, n'auront pas à le vivre. Du coup, ne peuvent pas comprendre. Et du coup, parfois, c'est un peu compliqué de dire, mais en fait, pourquoi on change pas le congé mat, pourquoi on fait pas ci, pourquoi on fait pas ça. Ils ont bien leurs femmes qui galèrent à gérer la charge mentale. C'est pour ça qu'il nous faut plus de femmes. Mais voilà, c'est vraiment... Nous ne leur trouvons pas d'excuses. C'est trouver les ressources pour s'interroger, ses privilèges, interroger les autres personnes qui vivent autour de soi. Et je pense que les solutions, elles viennent de là aussi, quoi. Encore une fois, on le rappelle, on peut faire des économies. Alors, moi, au début, j'étais modérée par rapport à cette question de... C'est des politiques publiques qui sont votées en majorité par des hommes et donc elles sont inégalitaires. Maintenant, je suis formelle. Ces hommes ne savent pas de quoi il s'agit, en fait. Et c'est fou parce qu'au quotidien, dans le Parlement, bien sûr qu'il y a plein de fois où je prends des décisions et où c'est pas des décisions qui me concernent. Si on tranche sur le statut de tel corps de métier, effectivement, moi, je suis pas dans ce métier-là, donc je sais pas. Mais je me renseigne, je consulte les associations. Il faut s'informer, oui. Je veux dire... Donc là, j'ai beaucoup travaillé sur les violences gynécologiques et obstétricales. On a mis en place tous des projets politiques avec les écologistes belges pour essayer de les réduire, notamment d'avoir des chiffres, etc., etc. On est un peu précurseur pour le coup maintenant en Belgique grâce à ce projet-là. Et en fait, en discutant avec les associations de terrain, avec les professionnels et autres, elles nous ont dit c'est la première fois de notre vie qu'on vient nous trouver pour nous demander notre avis, pour nous consulter. Et donc, à la limite, si tu ne vis pas quelque chose toi-même, rencontre des gens qui le vivent, ça aidera quand même. Et c'est la même chose avec l'endométriose. J'ai beaucoup travaillé avec une association ici belge qui s'appelle Toi mon endo et qui est vraiment à la pointe là-dessus. Moi, j'ai jamais fait semblant que les projets de loi, c'était moi qui les avais sortis de ma tête. J'ai toujours dit, voilà, je rencontre les associations et j'essaie de relayer leurs observations et tout ce qu'elles recommandent. Et en fait, elles me disaient, mais on rencontre pas des ministres hommes, ou bien alors il faut vraiment gratter et avoir des mois d'attente de rendez-vous. Et donc, je pense que c'est le problème majeur. C'est à la fois qu'ils ne le vivent pas et en plus de ça qu'ils sont pas capables de rencontrer celles qui le vivent. Et je suis sûre que, je sais pas, on ferait des immersions de ministres dans des maternités et autres. Les choses changeraient, quoi. Quand ils verraient ce que c'est un postpartum qu'on se prend dans la tronche là. Qu'on est là sur notre lit d'hôpital en train de juste bouleverser et qu'on a plein de questions, plein de difficultés, ils diraient ok, vous pouvez rester 2 semaines en fait. On le dit souvent, si les hommes accouchaient, de toute façon, en effet, on pourrait rester. Déjà, la chambre d'hôpital, ce serait des lits doubles et voilà. Le congé mat, il serait rémunéré 2 fois plus que ton salaire normal et il durerait 1 an. Enfin bref. On exagère un peu, mais c'est quand même un peu l'idée. Tout à fait. Donc, je pense que c'est un des problèmes de frein, le frein principal au fait que les politiques publiques en matière de droits des femmes et de maternité sont autant à la ramasse, quoi. C'est vraiment, c'est juste ça, en fait. C'est malheureux, hein, mais... c'est fait par des gens qui ne le vivent pas. Et ça se rapproche un peu avec ce que je disais sur les soignants d'une autre époque, en fait, qui étaient très masculins et qui accompagnaient très mal l'allaitement. Encore une fois, quand c'est des gens qui ne le vivent pas, qui accompagnent, ça ne fonctionne pas. Ou alors qui n'y connaissent rien, ça ne fonctionne pas non plus. Quoi. Parce qu'il y a quand même des hommes qui sont des très bons conseillers en allaitement. J'ai des professeurs de diplôme universitaire qui sont des hommes et qui étaient très bons. Donc, je ne dis pas qu'il faut absolument allaiter pour. Mais il y a quand même un truc de s'ouvrir, d'être empathique, d'écouter les femmes, en fait. Et c'est comme ça qu'on peut avoir les réponses. Je reviens rapidement, du coup, à ce qu'on a dit un peu plus tôt sur l'écologie. Donc, l'allaitement, je rappelle que c'est le moyen le plus durable de nourrir un enfant, en matière de sauver la planète. Mais on peut avoir quelques chiffres en comparaison. L'empreinte carbone du lait artificiel, c'est 40 à 53% plus élevé selon les pays, parce que pour produire de lait maternel, il faut des vaches, il faut de l'eau, il faut du coup de l'industrialisation parce qu'on le transforme, ce lait, on l'enrichit, on le met en poudre, on le commercialise, voilà. Là où, encore une fois, on a la source et le consommateur directement pour l'allaitement. Également, en termes de gestion des déchets, il n'y a pas de déchets en allaitement, hormis les couches, mais a priori, ton enfant en porte de toute façon. Là où il va y avoir des blagues plastiques, voilà. Mais il y a quand même un truc à rappeler, c'est que c'est pas... parce que moi, c'est un truc qui me hérissait un peu à une époque, c'était de lire... il faut savoir que je soutiens l'allaitement, mais j'aime pas les groupes pro-allaitement qui disent l'allaitement c'est génial. Et donc, il faut absolument allaiter parce que c'est comme ça qu'on va sauver la planète. Non. En revanche, à partir du moment où on sait que c'est le moyen de nourrir son bébé qui est le plus écologique possible et le plus durable, en fait, les femmes doivent être soutenues, encore une fois, dans leur choix. Et il faut mettre de l'argent là-dedans parce que si tu veux mener une politique écologique, il faut soutenir les femmes qui souhaitent allaiter puisque c'est elles qui vont te permettre de faire des économies et potentiellement d'avoir quelque chose qui est moins polluant, on va dire.
Voilà. Mais encore une fois, c'est pas sur les épaules des femmes que doivent reposer. Oui, non, c'est pas à nous de sauver le monde. Enfin, si on va le faire quand même. C'est les femmes qui sauvent le monde, pardon. C'est les daronnes, les mères. Et c'est prouvé, maintenant, il y a une étude qui est sortie aux USA sur les comportements et qui montre qu'en fait, les comportements masculins sont plus polluants. Et donc, il y a plus d'hommes qui ont des jets privés, il y a plus d'hommes qui voyagent aux quatre coins du monde, il y a plus d'hommes qui allaitent pas leur bébé. Mais c'est clair que moi je pense que c'est ça l'issue, c'est de se dire en fait, si on a envie individuellement de le faire pour des questions de santé, si on a envie de le faire individuellement pour des questions écologiques, si on a envie de le faire pour des questions économiques, quelle que soit en fait notre motivation, la société doit le permettre. Et c'est chouette de le rappeler parce que je trouve que du coup c'est valorisant aussi pour les femmes qui le font, de pouvoir se dire ah bah oui, moi j'ai entendu à la radio que c'était plus écologique d'allaiter. Allez, je veux dire, c'est quand même aussi hyper valorisant, et on parlait du manque de valorisation de ces actes-là, et donc ça colle bien, je trouve. Et puis en plus, oui, c'est vraiment ce problème du fait que c'est aussi trusté l'allaitement industriel par les énormes sociétés de l'agroalimentaire, quoi. Donc parce que allez, quand même, je vais pas faire un Autolmen version lait artificiel, mais il y a des choses qui commencent à exister et qui se démarquent un peu des grosses compagnies comme Nestlé, et ça reste important, mais ça aussi, ça devrait être enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que Nestlé a une thune pareille, enfin, pourquoi est-ce que Nestlé a pignon sur rue pour faire autant de promotions et de publicité, et je sais pas moi, enfin, je vais pas donner d'autres noms, mais des petites entreprises qui font du lait qui est tout à fait bien, bah ils en ont pas, et ils sont là obnubilés par la qualité de ce qu'ils font, mais du coup, enfin voilà. Moi, c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'ai chez la pédiatre et que à chaque fois ils reposent la même question, on a des antennes d'accompagnement de la petite enfance de proximité ici en Belgique. Comme et donc c'est super bien parce que du coup, nous ça s'appelle l'ONE, et du coup on peut aller faire vacciner le bébé, on peut aller voir un peu son poids, etc. Et à chaque fois la pédiatre me redit c'est quoi déjà votre lait, le lait artificiel que vous donnez en complément, et donc je redis la marque, elle me dit aucune idée de ce que c'est, à chaque fois elle me le dit. C'est trop marrant. Et donc c'est pour dire que même dans les institutions et les piliers publics d'accompagnement des mères, ben là aussi il y a aussi une méconnaissance, et c'est pas de leur faute, hein, parce qu'on n'a pas le droit à la pub, à faire de la pub aux médecins, et enfin du coup elle voit la pub, enfin elle connaît Nestlé, Galia, etc. parce que ça, il y a de la pub à la télé, etc. quoi. Oui, tout à fait. Moi, elle l'avait fait de manière insidieuse, j'ai trouvé ça rigolo pour les produits de soins des bébés. Elle m'avait dit, il y a une application, vous pouvez télécharger, vous pouvez voir s'il y a des perturbateurs endocriniens, etc. dedans. Elle me dit que moi, j'ai pas le droit de vous recommander des marques, mais scannez vos marques avec cette application-là et vous verrez s'il y a certaines substances. Je me suis dit, c'est bien ça. Moi, c'est Yuka, quoi. Ouais, c'est l'autre, c'est Incy Beauty. Pour celles qui connaissent. Pour pas résumer tout ça, mais je pense pour essayer de trouver des pistes, parce que c'était quand même un peu notre but aujourd'hui. On l'a compris, l'allaitement c'est bien pour la planète, pour les systèmes de soins, pour faire des économies. Enfin, globalement, c'est quand même une bonne idée a priori d'allaiter. Mais on l'a compris, en fait, ça se fait pas tout seul dans son coin, même si le choix il est personnel. Le soutien il doit être collectif, et le collectif c'est politique. Est-ce qu'on peut proposer des choses qui devraient être... On a exploré sur tout l'épisode, mais des choses qu'on pourrait mettre en place au niveau plus général pour soutenir l'allaitement? Déjà, une ministre des droits des femmes qui aurait des budgets et des compétences pour encourager l'allaitement maternel. C'est bien ça, non? Ça, c'est la grande coupole. Et ben nous, en France, on peut être 2 ministres. Oui, c'est ça, oui, exactement. J'y vais pas, moi. Ça, ce serait, je pense... Mais non, mais déjà, ça aiderait vachement bien. Moi, je suis persuadée qu'il y a quelque chose qui se joue au niveau des soignantes. Je le mets au féminin parce que en Belgique, en tout cas, c'est plus de 95% qui sont des femmes, mais d'améliorer leur statut, d'améliorer l'accès à ces soignantes-là. C'est-à-dire que moi, ça me dérange pas si on a raboté un petit peu les séjours en maternité pour les femmes qui sentent qu'elles sont aptes à rentrer chez elles, mais par contre le suivi à domicile il doit être nickel, il doit être professionnel, il doit être accessible, il doit pas être de l'ordre de je dois avancer. Moi je sais plus, mes soins périnataux, là j'ai reçu la facture de l'hôpital, je crois que j'ai payé 250 €, puis la mutualité va me rembourser, mais par après qui a 250 balles à sortir, enfin je veux dire, c'est aussi un énorme privilège, et donc ça doit pas, en fait, le suivi postnatal il doit être accessible à toutes
toutes les femmes, et plus il sera complet, plus il sera 360, plus il y aura du temps, parce que aussi, si une consultation de sage-femme c'est 40 minutes, c'est pas assez, je veux dire, aller vérifier la zone pour voir si au niveau de la maman ça se passe, peser le bébé, prendre 2 minutes pour montrer comment on fait certaines choses. Enfin, je veux dire, là, elles ont juste un sablier sous les yeux pour faire tout très très vite. Et donc ça doit être vraiment renforcé, et y compris leur statut. Ça, je suis persuadée. Et alors moi, je pense que le troisième pilier, ce serait tout ce qui est l'inclusion de l'allaitement dans la vie. Je vais le dire de manière assez générique, mais que ce soit dans les lieux publics, que ce soit au travail, que ce soit comment on gère en fait cette question-là dès qu'on est hors de chez soi. Ça, c'est vraiment fondamental. Je veux dire, ici, le nombre d'endroits dans lesquels on peut allaiter avec un espace dédié, je pense que je peux les mettre sur les doigts de mes 2 mains, quoi. Je veux dire, Après, le but, c'est d'allaiter partout et de pas se cacher. Et c'est ça, c'est le regard des autres qui soit accepté. Bien sûr. Aussi. Ouais. Mais par exemple, si tu as un bébé qui a besoin d'un peu de calme, quoi, bien sûr, aussi juste pleut un et petit tu peu, dois quoi. Je veux allaiter, dire, est-ce qu'on est vraiment obligé de mettre la musique si fort dans tous les restos? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut pas Et en plus, c'est marrant parce que je discutais de ça avec une connaissance à moi qui a pas du tout d'enfant et qui, pour le coup, n'en souhaite pas, mais qui a, qui a des qui est neuroatypique et donc qui a des problèmes avec tout ce qui est bruit, etc. Et elle me disait, mais moi, c'est pas les bébés qui me dérangent dans la vie. Moi, ce qui me dérange, c'est le nombre de décibels dans tous les lieux publics, avec la musique comme dans les centres commerciaux à fond de balle. C'est les voitures avec des énormes moteurs qui me font sursauter à chaque fois que je suis hors de chez moi. Enfin, je trouvais ça rigolo à quel point ces questions-là aussi sont hyper relatives. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter dans certains cas et qu'on n'est pas du tout prêt à accepter dans d'autres. Mais donc, je pense que rendre juste la vie des mamans qui allaitent à l'extérieur plus facile, ça aiderait. Que ce soit des espaces, mais aussi simplement un autre regard posé par les gens. Que ce soit aussi un non-sujet, en fait, la façon dont tu nourris ton enfant et où tu le fais. Et voilà, on le voit à la reprise du travail. Nous, on a des gens qui nous écrivent, on va dire, je vais reprendre le travail et j'ai dit que je voulais tirer mon lait. On m'a dit non. Bon, alors déjà, c'est interdit, hein, c'est hors la loi. Mais voilà, en fait, cette question ne devrait pas se poser. Moi, j'y pense quand j'étais salariée. J'avais écrit à mon boss en disant, je reviens tel jour, j'allaiterai, je tirerai mon lait. Mais ça avait été un truc quand même à sortir. Donc ça s'était bien passé. Mais en fait, ça devrait pas. Alors, est-ce que ça devrait venir de l'employeur qui dit, bon, alors, qu'est-ce que vous envisagez? Ou est-ce qu'on devrait juste même pas en parler et tu reviens et en fait, tu prends ta pause quand tu veux. Enfin, voilà, c'est que si ça intéresse les gens, on te pose des questions comme on te pose des questions de, alors, ça va l'adaptation à la crèche? Enfin, c'est tout, mais sinon, on se pose pas de questions si ça nous intéresse pas et on juge pas les autres. Et voilà. Mais ça, c'est je sais pas comment on transforme le regard des gens. À part en... nous, on a allaité partout tout le temps, un peu comme un acte militant. Moi, je le faisais 2 fois de plus parce que à la piscine, je me prenais vraiment pour un truc. J'avais besoin, envie qu'on voyait que j'allaite et qu'on pouvait le faire partout et qu'en plus on voyait pas que j'allaitais. Bref. Donc ça a été un truc pareil au boulot d'aller foutre mon lait dans le frigo commun parce qu'on avait qu'un de toute façon. Et que si on voulait me poser des questions, j'étais ouverte à y répondre. Enfin, voilà. Mais on parlait. De toute façon, on fait que ça, en ce moment. Et moi, je suis persuadée qu'il y a 2 versants à ce changement culturel-là. C'est rendre ça normal. Et en fait, ce que ça va amener, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de discussions aussi entre femmes sur l'allaitement. Et ça va, je suis sûre, mais lever des difficultés à des gens comme moi qui sont tombés des nues, pardon, mais quand j'ai vu la galère que ça a été à lancer, en tout cas dans mon cas, je me suis dit, mais pourquoi il y a personne qui m'a dit, quoi? Et je suis sûre que le fait d'en parler, de normaliser, ça va amener des récits à se partager. Et c'est la même chose pour les accouchements. Vous savez que c'est dans les collectifs où on échange sur l'accouchement qu'en premier lieu, on se rend compte des violences obstétricales, par exemple. Ça, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que c'est le moment où tu dis, ah tiens, toi, on t'a pas mis 15 sondes urinaires pendant toute la journée de ton accouchement, sans te demander ton avis. Enfin, et donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très politique qui se joue aussi dans les relations que les femmes ont entre elles par rapport à ça. Et je suis sûre que, que c'est un pied de biche, quoi. Pour le coup, ça pourrait vraiment faire basculer les choses. Moi, je suis d'accord. Déjà, nous, on le voit à travers ce qu'on a créé là depuis 1 an, c'est qu'il y a quand même une sororité entre les mères qui allaitent et un soutien. Enfin, des fois, une maman nous demande
de l'aide, on reposte sa question ou sa détresse sur notre compte Insta, et il y a enfin, pas des centaines, mais quasiment de réponses, de soutien, de juste dire waouh, c'est fort ce que tu fais. Je pense que ça l'aide beaucoup. Enfin, et elles nous le disent en retour. Et c'est aussi un peu ça les vêtements d'allaitement, c'est que du coup, on se reconnaît entre nous aussi, les mamans qui allaitent. Enfin, nous, on habite dans une station balnéaire et on les repère à 10 000, les nanas qui ont le t-shirt d'allaitement, etc. Et du coup, ça permet des regards, des sourires et d'amener des discussions et du coup du soutien et de se dire qu'on n'est pas seul. Et ça, je trouve que c'est beau ce qu'on fait. Ouais, de ouf. Et aussi dans l'isolement, pour le coup, moi j'ai eu des amis qui n'ont pas réussi à allaiter, et ça aussi, ça a été quelque chose de très dur, où il n'y avait pas de discussion, etc. Et donc, imaginez un peu un monde où on se prendrait toutes mutuellement sous nos ailes pour s'aider, pour ne fût-ce que se rassurer, se dire en fait, comment dire, t'as fait ce que tu pouvais, mais peut-être tu peux essayer. Enfin, je veux dire, ça changerait quand même vachement fort la donne. Ouais. On n'en a pas parlé, mais de la dépression du postpartum. Après, je pense que tout est sans fin dans la maternité. On pourrait durer une journée dans, clairement, dans cet les épisode. difficultés d'allaitement, c'est un des clous du cercueil des meufs en postpartum difficile. Franchement, et t'es là et tu te sens seule et tu te dis mais je vais jamais y arriver, je suis la pire mère du monde. Enfin, je vous apprends rien, vous avez sans doute déjà eu cette pensée-là. Mais c'est clair, quoi. Et clairement, si c'était un peu plus... si c'était plus simple, en fait, si on nous accompagnait mieux et qu'on savait mieux. Mais du coup, dans cette importance de réseau de soutien, donc il y a la famille, il y a les amis, il y a, donc tu l'as dit, les professionnels de santé, il faut donner de l'argent pour que leur formation soit complète et qu'on ait tous la même formation aussi, parce que ça, le problème de l'allaitement, c'est qu'on entend aussi beaucoup de conneries qui sont véhiculées par des fausses croyances. Dans le fait de changer le regard des gens aussi, je pense qu'il y a on en a déjà parlé aussi, mais il y a un truc, c'est montrer l'allaitement, on l'a dit, mais aussi dès le plus jeune âge. On en avait déjà parlé avec une consultante à lactation, c'est dans un live Instagram, que les poupées, elles sont livrées avec leur biberon, voilà. Et c'est vrai que l'allaitement, et dans les moi j'achète toujours les dans poupées les films, l'allaitement n'est pas montré, le moyen de nourrir un bébé dans toute cette représentation-là, souvent c'est le biberon. Et je pense aussi, même un peu plus tard, dans les cours d'SVT, je pense pas qu'on voit Enfin, après, on est des vieilles, mais... mon mari a une famille de profs d'SVT, et ils savent pas, mais depuis le podcast, ils veulent en parler, tu vois. Mais après, là, la physiologie de la lactation, en fait, si c'était intégré à tout ça, bon, après, il y aurait aussi plein d'autres choses à voir sur, globalement, la santé des femmes en cours d'SVT, mais ça devrait être amené pour que, à l'adolescence, quand t'es globalement très bête, mais aussi très poreux en termes intellectuels, tu intègres ça, que le corps des femmes est globalement fait pour donner du lait, et du coup, toi, quand tu vas devenir jeune adulte parent, ça va peut-être te revenir, voilà. Mais ça fait aussi partie du truc, il y a quelque chose à faire au niveau des programmes scolaires. On l'a dit tout au long de l'épisode, mais le problème de fond, ça vient quand même du congé maternité-paternité, donc là, donner de l'argent pour... que ça dure plus longtemps. Enfin, encore une fois, c'est un choix. Parental, choisi, mais mieux rémunéré. Ou alors que dans le monde du travail, l'allaitement soit mieux valorisé, accompagné. Voilà. Enfin, nous, en France, on a 1 heure par jour jusqu'au 1 an de l'enfant pour tirer notre lait, mais cette heure n'est pas rémunérée. Donc, on ne peut pas se refuser d'aller tirer ton lait, mais... une espèce de pénalité, quoi, et pas par l'employeur. Donc, on reste encore sur une précarisation de choix... Voilà, et globalement, en fait, c'est inclure l'allaitement dans les politiques de santé, dans les politiques écologiques, dans les politiques économiques, parce qu'il a sa place, en fait, partout. Et pourtant, on a beau dire oui, on le soutient, c'est ce qu'il y a de mieux, derrière, on n'a pas l'impression qu'il y ait de budget pour ça, que ce soit vraiment soutenu, et qu'au final, c'est les industriels qui récupèrent le truc. Et qui font de la pub. Interdire la pub. Cassandre, tu l'as noté, comme pour le tabac. Pas du tout de pub pour le tabac et pour l'alcool non plus, c'est interdit. Ça n'existe plus. Ça devrait être exactement pareil pour les préparations. Et du coup, de mettre plus en avant le code OMS, qui est souvent très contourné en France et en Belgique, j'ai l'impression. Oui, et alors, il y a un truc qui nous a fait ses preuves, mais je pense que vous l'avez aussi, c'est tout ce qui est hôpital ami des bébés, la certification. Le label. C'est mondial, en fait. Ouais, c'est ça. Et après, les pays n'étaient pas obligés de les implémenter. Donc, par exemple, nous, c'est seulement une partie de nos hôpitaux qui ont ce label-là. Oui, mais
enfin, j'ai pas les chiffres exacts, mais je suis sûre que l'allaitement maternel est beaucoup plus répandu en fait dans ces hôpitaux-là. Enfin, il y a un taux de réussite, à la sortie qui est plus élevé forcément puisque les ont soignants sont formés, qui s'engagent à respecter 9 points, dont accompagner les mères, les informer, leur dire les risques et les non-risques. Enfin, il y a tout un truc. D'ailleurs, faut qu'on fasse un épisode. Mais oui, enfin, on l'a déjà dit. Si vous souhaitez allaiter, s'orienter, si on le peut, parce que c'est pas forcément près de chez soi, vers un hôpital qui a le label Initiative Ami Hôpital et Ami bébés. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, ouais. Mais c'est dommage que ce soit pas obligatoire, quoi. C'est vraiment... Parce que pour peu, si tu le sais pas... Oui, il faut se renseigner pour savoir le truc. Enfin, moi, c'est vrai qu'avant, j'avais aucune idée. Quand mon premier accouchement, j'étais pas du tout renseignée sur ça. J'ai accouché dans la maternité qui était proche de chez moi, mais j'avais aucune idée de savoir si elle était IHAB ou pas. Donc, oui, c'est ça. Mon obsession, c'était les violences gynécologiques et obstétricales, donc j'ai pris l'hôpital dans lequel il y avait moins de... Mais du coup, par exemple, les questions d'allaitement, je m'étais pas du tout renseignée, quoi. Donc, c'est vraiment... Mais c'est une bonne conclusion. Je pense que vous avez déjà bien identifié toutes les pistes et il y a rien à faire, en fait, en termes publics. Souvent, les politiques liées à la santé des femmes, c'est un peu du saupoudrage de fin de budget. Et, on a déjà donné tout ça pour ça, on va donner ça. En fait, c'est pas comme ça qu'on fait des politiques ambitieuses. Et à un moment donné, il faut dégager des moyens. Et moi, je dis souvent, en termes de maternité, c'est un investissement parce qu'après, ça retombe sur les bébés. Et les bébés, ils vont devenir des enfants. Et puis, ils vont devenir des adolescents et puis des adultes. Et donc, en fait, si c'est meilleur pour leur santé, alors tous les moyens doivent être déployés pour les consolider. Parce que je veux dire... C'est bien beau, et c'est important de le faire, mais de se concentrer sur d'autres périodes de la vie. Mais les 100 premiers jours de vie d'un bébé, c'est ce qui est le plus précieux, en fait, en termes de santé. Et c'est pour ça que tout est fait... tout devrait être fait dans l'accompagnement pour réfléchir à cette dimension-là. L'allaitement en fait partie. Et je suis sûre qu'après, ça ferait des économies énormes, puisqu'il faut toujours faire des économies dans ce monde et qu'on ne peut pas juste dire c'est bien intrinsèquement. Je suis sûre que ça changerait vraiment les choses. Et puis c'est prouvé que ça ferait des économies en matière de santé publique. Donc là, pour le coup, on a des solutions pour nous combler le trou de la Sécu plutôt que de... On veut bien parler de baisser au Parlement. Je crois qu'on va te remercier, Margot, c'était trop intéressant. J'espère que je ne vous ai pas fait trop répéter, parce que moi, je me sens toujours un peu nouvelle dans le sujet, puisque c'est un sujet que je n'avais pas éprouvé moi-même auparavant, qui m'avait déjà intéressée, mais j'avais été pas aussi en profondeur que tout ce que j'ai pu lire ces derniers temps. Et peut-être vous dire que ce que vous faites est en fait une source d'inspiration aussi pour, en tout cas, des parlementaires comme moi. Et c'est important qu'il y ait toujours, qu'on soit nourri aussi de toutes les expériences vécues par des femmes que vous arrivez à relayer, et aussi de votre savoir, je veux dire, des sources scientifiques que vous relayez, des études, etc. Moi, je crois que le politique peut rien faire tout seul et qu'il faut absolument faire des alliances. Et voilà, une belle alliance. C'est une coordination. Ouais, voilà. Les politiques peuvent s'inspirer, nous demander, pas nous personnellement, mais ouais. C'est qu'en allant sur le terrain, quand tu passes, c'est comme ça que tu auras les réponses à tes questions et des pistes. Après, c'est toujours pareil, on veut des sous pour tout et il y en a pas pour tout le monde. Mais bon, voilà. Encore une fois, soutenir l'allaitement, c'est en effet soutenir des bébés qui vont devenir des adultes de demain. Et il n'y a que comme ça qu'on va y arriver, Voilà, c'est une bonne punchline. Merci en tout cas, c'était vraiment super intéressant. Ce qu'on retient de notre échange avec Margot, c'est que l'allaitement n'est pas seulement une histoire de lien mère-enfant, c'est aussi une question de justice sociale, d'économie, de santé publique et d'écologie. Choisir de soutenir les familles qui allaitent, ce n'est pas une affaire privée, c'est un véritable choix politique. On a vu ensemble que quelques points de pourcentage en plus d'allaitement, c'est des millions d'euros économisés, des hospitalisations évitées, des tonnes de CO2 non émises. Et qu'au contraire, le poids des lobbies du lait infantile et le manque de politique de soutien freinent les parents dans leur choix. Alors on espère que cet épisode vous donnera envie d'en parler autour de vous, de faire bouger les lignes et surtout de vous sentir légitime dans vos choix d'allaitement. Parce que chaque geste compte pour soi, pour son bébé et pour la société tout entière. Eh bien merci Margot pour ton éclairage et ton engagement et merci à vous de nous avoir écoutés. Allaiter, c'est un choix personnel, le soutenir, c'est collectif. C'est QFD. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.